Bonjour à tous, merci d'être venus. On va commencer sans plus tarder avec à peine 3 minutes de retard, donc déjà on n'est pas trop mal. Je vais passer la parole aux deux personnes qui vont introduire ce séminaire. Donc Pierre Dupraz, qui est chef du département économie et sociologie d'INRAE. Et puis après, ça sera Carole Lee, la directrice de l'INAO, qui nous fera une petite introduction à ce séminaire. Voilà, bonjour à tous, merci Thomas. Donc, je vais vous faire grâce de la présentation du département économie et sciences sociales, pour son nom exact. C'est pas sociologie, même si dans les sciences sociales, il y a principalement de la sociologie. Mais on a encore une philosophe et une juriste et quelques gestionnaires et un historien, voilà. Je suis très content d'ouvrir ce séminaire dont on a commencé à parler il y a déjà pas mal de temps et à l'occasion donc du renouvellement de la convention entre INRAE et l'INAO et qui, alors pour nous, est très important, notamment pour rassembler, récupérer les données sur les signes officiels de qualité et puis dans l'unité de service Observatoire du développement rural à Toulouse, que dirige Thomas Poméon, donc associer ces données avec d'autres données sur l'économie agricole, l'économie régionale, voire l'environnement. Et donc, en fait, ce que je voulais vous dire ou vous rappeler pour les autres, c'est un peu les questions de recherche qui sont traitées grâce à ces données et qui portent principalement, effectivement, sur les effets et les enjeux économiques des signes officiels de qualité. Donc, la première chose de signaler la qualité, c'est de proposer une gamme élargie de produits de qualités différentes et d'origines différentes. Et disons que la théorie économique dit qu'il y a une préférence des consommateurs pour la variété et que maintenir cette variété dans un monde agricole qui, ces dernières décennies, s'est beaucoup simplifié à la recherche de l'efficacité et voilà, de la réduction du temps de travail, etc. En fait, on a la chance en France, et puis ça a été repris par l'Europe, donc d'avoir ces signes de qualité qui maintiennent une diversité de produits. Donc là, il y a un certain nombre de travaux qui ont déjà été publiés. Alors, je ne vais pas vous les citer, mais notamment à Toulouse School of Economics, et puis aussi à Économie publique, qui est devenue depuis Paris-Saclay Applied Economics, donc des unités de notre département, avec des partenaires, donc AgroParisTech d'une part, et puis avec l'Université de Toulouse d'autre part. Ensuite, bien, voilà, du point de vue maintenant des gens qui pilotent et puis qui participent à ces signes officiels de qualité, il y a la question de est-ce qu'on va vendre nos produits plus chers, voilà. Donc là, on a ce qu'on appelle, nous, le consentement à payer, qui est capté par la chaîne de valeur jusqu'au consommateur, voilà. Et ça, c'est une première question. Est-ce que la discrimination de ces produits permet de les vendre plus cher? Et donc là, bon, il y a également des publications, alors notamment aussi en collaboration avec l'ODR, j'ai oublié, mais il y avait une collègue, Madame Monnier, qui est partie en retraite, mais qui avait travaillé là-dessus, avec d'autres unités également. Et en fait, la réponse, c'est quand même ça dépend. C'est-à-dire, il y a quand même des signes de qualité où ça peine un peu, voilà. Voilà. Que ce soit pour le vin, le fromage ou d'autres types de produits. Autre question de recherche, donc cette question, elle reste ouverte, effectivement, parce qu'en plus, elle va être très spécifique à la fois au terroir et puis au type d'appellation. Alors, la question suivante, encore plus précise, c'est est-ce que cette valeur ajoutée va jusqu'aux agriculteurs? Parce que voilà, on peut avoir très bien effectivement une discrimination des produits offerts aux consommateurs, mais que le supplément de prix que les consommateurs consentent n'aille pas jusqu'aux agriculteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été pas mal travaillé. Je regarde Zora parce qu'elle a fait un très beau travail théorique et empirique là-dessus, mais qui a été très bien publié, travail théorique, sur les conditions techniques qui font que la discrimination de la qualité va arriver jusqu'aux producteurs.
hein, et donc ça, c'est aussi une question qui est pas mal travaillée. Et puisqu'on parle d'indications géographiques, enfin, ou d'appellations qui sont ancrées dans des territoires, eh bien, ensuite, est-ce que voilà, ce supplément de valeur qu'on extrait des consommateurs permet un développement régional, local, une économie à se développer? Ça, c'est également une question qui a été travaillée et qui est toujours travaillée. Donc là, Thomas m'avait indiqué un travail de Valentin, qui est ici aussi. Et donc, c'est le projet Prodigue, c'est ça? Alors, les prodigues, c'était Jean-Marc Tozard. Après, il y a eu d'accord. Strength to Food et il y a d'autres Voilà, travaux qui vont venir. Ça sera c'est ça. présenté aujourd'hui. Et les travaux présentés par Valentin et qui seront aussi débattus dans la table ronde 1 sont sur ce sujet, hein, l'effet des signes officiels de qualité sur le développement régional. Autre sujet, autre question de recherche. Donc là, voilà, on est parti des consommateurs, on est allé au territoire, au terroir. Et ensuite, c'est la question du commerce international. Est-ce que ça donne aux territoires ou aux États qui développent et qui protègent ces signes de qualité un avantage pour le commerce international? Donc là, c'est pas mal traité à Rennes, en collaboration donc à l'UMR Smart, entre autres, également à Paris-Saclay Applied Economics, en collaboration avec le CEPI, qui est un service, je pense que c'est toujours un service du Premier ministre, hein, sur la modélisation du commerce international. Et donc ça sera l'objet de la présentation de Karine Latouche. Voilà. Et enfin, peut-être des questions un peu nouvelles et moins disciplinaires du point de vue du département d'économie et de sciences sociales, c'est toutes les questions autour de la qualité nutritionnelle des produits sous signe officiel de qualité et de leurs effets environnementaux. C'est-à-dire voilà, tout ce qui est voilà, ce qu'on appelle, nous, les différentes dimensions, hein, du développement durable. Donc, il y a bien sûr la rentabilité économique, la performance à l'international. Il y a bien sûr les aspects développement local, mais là, on va s'intéresser voilà, aux autres effets et avec un peu deux choses. Le schéma stratégique de notre département, c'est-à-dire bon, voilà, nos objectifs de recherche, on va dire, a d'une part cet aspect analyse des filières, hein, en français on dit comme ça, et puis on a de grosses questions autour des inégalités sociales croisées avec plein de choses. Et donc là, pour les signes de qualité, il y a un peu deux questions. Il y a d'abord une question, est-ce que la qualité nutritionnelle est accessible à tous les types de consommateurs, notamment aux plus pauvres? Et puis, de l'autre côté de l'échelle sociale, il y a, est-ce que les produits sous signe de qualité, victimes de leur succès, finalement, ne deviennent pas des biens de luxe dont la consommation exclut énormément de consommateurs? Donc ça, voilà, ce sont des nouvelles questions et qui seront débattues, je ne vois plus mon truc, dans la dernière table ronde, si je ne me trompe pas. Non. C'est ça. Et je laisse la parole à Caroline, en espérant avoir pas été trop long. Parfait, merci. Bonjour à tous, bienvenue à l'INAO. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour parler de cette belle politique autour des SIQO, donc des signes d'identité, de qualité et d'origine. Juste quelques mots en introduction pour vous rappeler quand même les objectifs initiaux de cette politique et dont aujourd'hui vous allez parler. Donc c'est une politique au travers de la diversité des SIQO. Vous avez les différents logos ici. Qui vise d'abord à protéger un patrimoine. Je pense que ça, il faut quand même le dire. Il y a une identité derrière, notamment les AOP et les IGP. Et également, comme ça a été dit,
de segmenter et de créer de la valeur et ça c'est sûrement l'originalité de cette politique, en embarquant le consommateur pour qu'il identifie au travers de ses logos, au travers de ses produits, une différenciation qui induise une propension à payer supérieure. Donc ça, c'est les objectifs originaux à l'origine de cette politique. Et il a été confié à l'INAO la mission de faire vivre cette politique au travers de 3 dimensions. D'abord, de s'assurer que les cahiers des charges qui sont derrière ces SICO atteignent ces objectifs. Ensuite, de contrôler, puisque c'est une politique officielle avec des cahiers des charges transparents et des contrôles qui garantissent en gros la promesse aux consommateurs. Et puis également de les protéger. Et on a une certaine innovation juridique, je dirais, dans cette politique qui fait que, contrairement aux marques, les SICO disposent des possibilités de protection plus importantes. Alors, l'INAO exerce ces missions, mais je dirais qu'aujourd'hui, les SICO sont un peu à la croisée des chemins et font face à des défis que dans la maison, on a coutume d'appeler contemporains. Alors, ces défis, quels sont-ils ? D'abord, c'est des défis, je dirais, économiques, c'est-à-dire que la création de valeur originelle de ces SICO, il faut la maintenir, tout en embarquant d'autres enjeux que le consommateur ne comprendrait pas qu'on n'embarque pas. Et ces enjeux, c'est quoi? C'est d'abord les attentes sociétales, donc en matière d'environnement, en matière de bien-être animal. On sort d'une série de réunions là, régionales qui a réuni tous les ODG autour de ces attentes sociétales et on voit bien que ce sont des sujets qui questionnent les SICO, mais aussi des questions liées au changement climatique. Alors, à plus ou moins court terme ou long terme, dans des proportions différenciées actuellement entre Nord et Sud, mais on sait que ce sont des questions que les SICO doivent affronter. Et on a eu l'été dernier, en 2022, un nombre de modifications temporaires très élevé des cahiers des charges qui montrent que les SICO aujourd'hui doivent pouvoir s'adapter à ces nouveaux enjeux. Alors, pour faire face à ces défis, donc, qu'on pourrait regrouper sous le terme de durabilité, c'est-à-dire associer les enjeux économiques, environnementaux, sociaux, on a besoin de la recherche. On a clairement besoin de la recherche, d'abord pour évaluer, et ça a été très bien dit, les impacts de cette politique, et pour pouvoir, nous, après, communiquer sur ces résultats. On a vu dans les réunions qu'on a organisées qu'il y a une grosse attente de la part des ODG pour communiquer sur ce qui se fait déjà dans les SICO et tous les bénéfices qu'ils apportent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour trouver des solutions techniques, on sait très bien que pour faire face au changement climatique, demain, il faudra peut-être plus conduire la vigne de la même façon. Il faudra peut-être pas avoir la même alimentation pour les animaux en élevage. Et donc ça suppose de pouvoir travailler sur des solutions techniques. Et nous, de notre côté, de modifier un peu nos procédures pour pouvoir faire entrer l'innovation dans les cahiers des charges. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et enfin, je dirais, et c'est pas le moins important, il y a des questions d'appropriation et de massification. Et là, je dirais que les signes de qualité ont un certain nombre d'atouts. D'abord, cette politique se base sur des ODG, des organismes de défense et de gestion. Le terme n'est pas très joli, mais ça veut dire qu'à la base, il y a des collectifs, il y a des groupements. Et on sait très bien qu'on réfléchit mieux à plusieurs et que pouvoir être ensemble, ça permet d'accélérer les transitions. Et puis, au niveau de l'INAO aussi, on a un travail de pair à pair entre professionnels en lien avec la recherche, avec vous, qui permet probablement d'avancer plus vite et de mutualiser les réflexions sur ces questions. Donc, on a besoin de la recherche et ce séminaire aujourd'hui est un vrai, je dirais, arrêt sur image
en matière économique pour montrer toute la richesse et partager toute la richesse des travaux qui sont menés. Ces travaux nous aident à nourrir notamment nos réflexions sur le contrat d'objectifs et de performance qui va être renouvelé en 2024 à l'INAO. Et au sein de ce COP, la durabilité sera un axe central. Et pour pouvoir adapter les SICO à ces défis, on aura clairement besoin de vous. Et ce COP s'articule autour de 3 mots: s'adapter, communiquer et accompagner. Donc, je souhaite plein succès à ce séminaire et j'espère qu'il nous aidera collectivement à avancer. Merci.